Je remercie évidemment Ignace Dahl d'avoir accepté d'être parmi nous dans cette actualité dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est tourmentée. Euh, la politique arabe de la France, pour dire les choses un peu brièvement et pas très, de manière très juste, n'est pas un sujet nouveau. Il y a eu beaucoup de littérature à ce sujet, dont de la très bonne littérature. Je pense en particulier à Itinéraire de Paris à Jérusalem de Farouk Mardambé et de feu Samir Kassir. C'est un titre emprunté à Chateaubriand, autant que je me souvienne. Mais le regard que porte Ignace Dahl dans la Ve République et le monde arabe, le désenchantement, est à la fois original, pertinent et documenté. Original parce que le champ ne touche pas que le Proche-Orient, mais aussi le Maghreb, qui est souvent oublié dans cette littérature. Mais original aussi par sa construction, parce qu'on a une succession, vous le verrez si vous lisez le livre, qui est à la fois une construction chronologique, je dirais président par président, mais aussi thématique, avec une série de chapitres sur le thème La France est. La France, l'Europe, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban, la Palestine, sans oublier cette d'actualité, la France et ses Arabes. Pertinent, le livre l'est surtout, je trouve, par sa déconstruction des grilles de lecture classiques. Il y a une dialectique entre la manière dont l'auteur signale la communauté des problèmes posés à chaque président, le caractère commun, je veux dire, des problèmes posés à chaque président. Au fond, nous dites-vous, chaque président finit par rentrer dans les chaussures ou dans les lunettes de son prédécesseur. Je ne sais pas si on peut en dire autant de François Hollande, c'est autre chose. Mais en même temps, je veux dire comme si l'habit faisait le moine, quoi, d'une certaine manière. Mais en même temps, le livre montre bien combien chaque président a eu sa spécificité, sa personnalité, et combien celle-ci a joué dans la manière de mettre en œuvre la politique de la France au Proche-Orient et au Maghreb. C'est vrai, par exemple, ça m'a frappé dans le livre, de la facilité de contact de Jacques Chirac, qui l'a amené à avoir des relations très développées et parfois un peu contre nature avec Hassan II, Saddam Hussein ou Rafik Hariri. Il y a aussi, et ça m'a évidemment été sensible, une manière de souligner combien la politique palestinienne, proprement dit, de la France, était un des éléments marquant la continuité ou les ruptures de cette orientation. Documenter, le livre l'est aussi, et je trouve que c'est très important. Moi, je n'ai rien contre les essais qui nous emportent dans une certaine euphorie ou dans un certain pessimisme, selon les cas, mais qui parfois, voire souvent, voire très souvent, n'ont pas l'appareil critique, l'appareil documentaire, les déclarations, les textes, les moments, les dates, etc. C'est un livre ici qui permet en même temps de réviser son histoire et de réviser ses textes. Et on tombe évidemment sur des textes particulièrement intéressants qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas. Bon, je ne dirais pas ça à ce public, qui était un public passionné de Proche-Orient et de Maghreb, mais c'est le cas, par exemple, de la fameuse conférence de presse du général de Gaulle, dont on ne retient que la phrase sur le peuple juif sûr de lui et dominateur, et dont on oublie de dire que quelques lignes plus loin, de Gaulle dit, je le cite, il parle donc juste après, quelques mois après la guerre de 1967, Israël ayant attaqué s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Et maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, sans répression et expulsion, et il s'y manifeste contre lui
une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. On peut difficilement avoir une expression aussi visionnaire de l'histoire des décennies qui vont suivre cette déclaration. À l'inverse, on a cette fameuse interview du candidat Sarkozy en 2007, incapable de répondre à la journaliste, je crois, ou le journaliste, oui, le journaliste, qui lui demande si les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites ou chiites. Apparemment, c'était des notions qui dépassaient notre président de la République et futur candidat à la présidence de la République. Il est visiblement plus doué en matière de manœuvre pour se faufiler jusqu'au premier rang des délégations dans lesquelles il n'est pas prévu. Je noterai juste deux petites questions, ou critiques, pourquoi pas dire critique. La critique n'est pas une chose scandaleuse, loin de là. Pourquoi ne pas avoir un chapitre sur François Hollande et sur ce qu'on connaît de sa politique au Proche-Orient et au Maghreb. Alors, je crois que vous citez quelque part le chant d'amour, parce que bon, c'était difficile de ne pas le faire, mais je viens au-delà du fameux chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, entre guillemets, citation. Pourquoi pas ? Moi aussi, j'ai une question qui a souvent été soulevée, mais dont je n'ai pas trouvé complètement la réponse. Peut-être ça peut être l'objet d'un développement. C'est sur les raisons du virage pris par Jacques Chirac. Qu'est-ce qui explique ce virage ? On se souvient qu'à partir de 2005, par exemple, Jacques Chirac accueille Ariel Sharon avec un tapis rouge impressionnant à Roissy. Qu'à la même période, Nicolas Sarkozy, encore ministre de l'Intérieur, invite le ministre de l'Intérieur israélien pour échanger sur la politique à mener, notamment dans les banlieues. Bref, on a une espèce de rapprochement subi à cette époque. Et bon, c'est une question que je me pose. À ces deux remarques près ou critiques près, je vous conseille en tout cas vraiment le livre lui-même. Je ne pense pas que Ignace Dalle va nous en faire un résumé, ce n'est pas l'objet. C'est pour ça que je me suis permis de présenter le livre. Ce qui serait surtout, je trouve, passionnant, c'est de parler un peu de votre expérience du Maghreb et du Proche-Orient, qui est, sans vous donner un âge plus important que vous n'avez, quand même une expérience longue. Et à partir de là, comment, comme journaliste, puisque c'est votre métier, vous avez été journaliste à l'AFP en particulier, comment vous voyez cette longue période de la politique extérieure de la France. Voilà, je vous donne la parole pour 15-20 minutes, comme vous voulez, et puis ensuite nos amis vous interrogeront. Bien, je suis content que vous ayez quand même exprimé deux critiques à la fin, parce que je ne savais plus où me mettre. Que les choses soient bien claires, moi je suis journaliste, enfin j'ai travaillé pendant une bonne trentaine d'années pour l'AFP, dont une petite vingtaine dans le monde arabe. J'avais auparavant appris l'arabe chez les jésuites au Liban. J'avais pour camarade d'ailleurs notamment Michel Seurat, qui était un ami. À l'époque, c'était peut-être du romantisme, nous donnions des cours de français, Michel et moi, dans les camps palestiniens de Sabra, Shatila. Ça n'a pas duré très longtemps, on a plutôt joué au foot après, parce que le français, je crois, les ennuyait un peu. Bien. Quand on m'a demandé, donc il y a quelques semaines, de venir présenter mon livre, j'étais évidemment à 1000 lieues de penser que je le ferais au lendemain de ces événements tragiques qui m'ont, je ne vous le cache pas, enfin comme tout le monde je pense ici, beaucoup perturbé.
Je crois que beaucoup plus encore qu'un crime, enfin, abominable, ces actes terroristes constituent un événement politique parce qu'ils nous amènent à nous interroger sur le lien entre islam et violence et donc sur la place des musulmans en France. J'essaie de raccrocher ça à mon livre. Je pense que tout cela aura des répercussions sur nos relations avec le monde arabe, qui va continuer à observer de près la gestion par les autorités françaises de tout ce qui touche de près ou de loin à l'islamisme radical. J'en parle un peu dans le livre de cet aspect des relations franco-arabes, enfin de nos arabes, comme je dis, mais ça n'est pas vraiment l'objet de ce livre. Pourquoi je me suis intéressé au monde arabe? Quand j'étais étudiant à l'école de journalisme, à 18 ans, je commençais, j'ai eu des amis maghrébins, marocains essentiellement, algériens, et je me suis rendu à Fès en 1963, oui, pendant l'été. Et j'ai découvert une ville de 200 000 habitants. À l'époque, aujourd'hui, il y en a 1 million. Ça a été un véritable émerveillement. Ça m'intéressait depuis un certain temps. Donc je me suis dit, je vais poursuivre cette découverte. L'année suivante, je suis allé en Algérie. Donc c'était 3 ans après la fin de la guerre. J'ai été reçu, je suis descendu dans le sud, à In Amenas, à Gardaïa. J'ai été reçu partout avec une gentillesse, une chaleur qui était d'autant plus émouvante que, comme je vous le disais, on sortait de la guerre. Bon, j'ai poursuivi l'année d'après. Là, je fais un premier tour de la Méditerranée en allant donc Syrie, Liban, Jordanie. J'ai pris le bateau ensuite de Beyrouth à Alexandrie. J'ai remonté le Nil là, en plein été, c'était un peu dur, mais tout ça c'était absolument merveilleux. Et je suis rentré en France. J'ai décidé à ce moment-là que quand j'aurais fini l'école de journalisme, j'étais aussi à la fac de droit, je partirais à Beyrouth pour étudier l'arabe. Et donc j'ai eu une bourse de l'éducation nationale française et j'ai passé 2 années, une année dans la montagne libanaise, l'autre à Beyrouth. À l'époque, donc on était... entre-temps, comme je n'avais jamais fait d'anglais, j'avais passé une année en Angleterre. Enfin bon, c'était un peu avant le début de la guerre civile au Liban. Et on sentait les tensions qui montaient, la présence palestinienne était parfois pesante, et tout ça nous a conduit donc à la guerre en 1975. Bon, néanmoins, voyager à l'époque dans le monde arabe, y vivre, c'était pour un Français, on surfait sur la popularité du général de Gaulle, c'était c'était l'âge d'or. Cet âge d'or n'a pas duré très longtemps, puisque il a duré jusqu'à, disons, au Liban, ça s'est arrêté avec le début de la guerre civile, mais partout ailleurs, la France conservait une très bonne image, et les choses ont commencé à se gâter, disons, avec la chute du Shah d'Iran, l'arrivée de l'imam Khomeini, qui a eu des répercussions assez rapidement au Liban. Au Liban, parce que les Iraniens vivaient très mal le soutien de la France à l'Irak. Ils ont commencé donc à nous en faire payer le prix, à la fois au Liban et en France, où au début des années 80, il y a eu un certain nombre d'attentats. La troisième voie que le général de Gaulle avait instaurée, là, donc, au moment où il était arrivé au pouvoir, donc qui n'était ni Moscou ni Washington, et qui avait beaucoup séduit les pays arabes, qui redoutaient un peu ce face-à-face
avec soit les États-Unis, soit pour le camp soviétique, l'URSS, était très content d'avoir un interlocuteur qui leur ouvrait de nouveaux horizons. Mais en 1980, avec l'arrivée de François Mitterrand, qui avait soutenu Camp David à l'époque d'une façon très, très forte, critiquant d'ailleurs la position de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui y était opposé, en estimant que les accords de Camp David ne conduiraient pas à un règlement global et donc ne résoudraient rien du tout. Le même Giscard d'Estaing qui est à l'origine, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est une présidence qui est intéressante parce que Giscard, on aurait pu croire, compte tenu de son entourage, des Poniatowski, des Le Canuet, un groupe très pro-israélien c'est d'ailleurs un petit peu comme Pompidou. Pompidou, qui avait été directeur général de la Banque Rothschild, ses amis étaient convaincus qu'il modifierait très sensiblement la politique arabe de De Gaulle. Or, ni Pompidou ni Giscard ne l'ont modifié. Ils ont même, j'allais dire, peut-être amplifié, en tout cas sur la question palestinienne. Giscard, qui est à l'origine de la poignée de main de Sauvagnargues avec Arafat à Beyrouth en 1975, qui ensuite est à l'origine de la déclaration de Venise en 1980, et qui a vraiment eu une influence forte sur les autres Européens, qui n'étaient que, je ne sais plus, 9 ou 10 à l'époque. C'était plus facile que d'en convaincre 28. Donc Giscard est donc à l'origine de cette déclaration de Venise que Mitterrand a rejetée. Et Mitterrand a tout de suite exprimé sa sympathie pour Israël, où il souhaitait d'ailleurs se rendre dans les premiers mois de son mandat. Mais il y a eu l'affaire de Tammuz, et c'était quand même difficile pour Mitterrand de s'y rendre tout de suite. Donc ce qui s'est passé d'ailleurs à l'époque, c'est assez curieux. On a envoyé Claude de Kemoularia, qui était un de ses amis, banquier, en Arabie Saoudite. Et je crois que la première visite officielle, ça a été le roi d'Arabie Saoudite, qui nous a prêté d'ailleurs aux socialistes 5 milliards de dollars pour renflouer les caisses de l'État, ce qui est quand même paradoxal. Voilà. Le malheureux Mitterrand, il faut dire, est tombé aussi donc payant un peu le prix peut-être de notre j'allais dire des rapports un peu trop étroits que Chirac avait établis en tant que Premier ministre, mais avec l'accord de Giscard qui ne voulait pas se mouiller, avec Saddam Hussein et le régime irakien. On vendait d'ailleurs au début des années 80 des quantités considérables d'armement à l'Irak. Donc, il a été pris à la fois donc dans les pièges tendus par l'Iran, avec une Syrie, un Hafez el-Assad qui jouait déjà un jeu assez trouble. On n'a jamais vraiment pu compter sur lui dans les années qui ont suivi pour la libération des otages. Pendant ce temps-là, il a été impliqué également au Tchad à cause de la position libyenne. Il y a eu une coordination assez grande avec l'Amérique de Ronald Reagan pour mettre fin aux ambitions territoriales de Kadhafi. Bon, tout ça pour François Mitterrand, qui avait déjà une assez mauvaise image de marque dans le monde arabe à cause de son attitude pendant la guerre d'Algérie. Ça ne l'a pas rapproché du monde arabe. Ça ne l'a pas non plus rapproché d'Israël, parce qu'il est tombé sur une droite israélienne, et notamment Menahem Begin, qui a été Premier ministre pendant 2 ou 3 ans là, à l'époque, et qui n'a rien laissé passer, provoquant d'ailleurs la colère de Mitterrand, qui se trouvait bien mal récompensé des efforts qu'il faisait pour rééquilibrer, disait-il, la politique française au Proche-Orient. En 1985-86, excédé par
situation, voyant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, il renonce. Enfin, pratiquement, il ne s'occupe plus vraiment d'autant plus que Chirac devient Premier ministre. Et Mitterrand va s'occuper de l'Europe, avec d'ailleurs pas mal de succès, puisque c'est la coopération franco-allemande, la fameuse poignée de main avec Helmut Kohl. Bon, pendant 3-4 ans, il délaisse un petit peu, gardant simplement le contact avec les Palestiniens, qu'il avait d'ailleurs sauvé à 2 reprises, en 81 et 82, à Beyrouth et à Tripoli, où les Israéliens et les Syriens menaçaient d'abord de liquider Arafat et complètement l'OLP. Tout ça, on parlait tout à l'heure de Farouk Mardambe et Samir Assir, qui sont 2 historiens franco-syriens et franco-libanais. Assir ayant été assassiné par les Syriens en 2005. Ils estiment que la politique arabe, ils estiment qu'il n'y a jamais eu vraiment de politique arabe, mais qu'en revanche, il y a eu une doctrine palestinienne. Et de ce point de vue, on peut rendre hommage à Mitterrand, qui a certainement contribué à sauver Arafat d'une mort certaine et qui lui a permis après, avec les accords d'Oslo et les discussions, d'être encore vivant et présent. Alors, en 1990, il y a l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. C'est le moment où Mitterrand s'aligne, ou rejoint totalement la coalition lancée par les États-Unis. Alors, aux grandes dames de Jean-Pierre Chevènement, qui est ministre de la Défense et qui va finir d'ailleurs par démissionner en estimant que la politique arabe de la France se termine à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'elle s'est terminée un peu avant, elle s'est terminée au début du règne du mandat de François Mitterrand, qui à la fois pour des raisons, son souci de rééquilibrer la politique de la France au Proche-Orient, et aussi à cause de la situation internationale dont il n'était pas vraiment responsable. Il était l'héritier d'une politique qui était beaucoup trop favorable à l'Irak. Mitterrand envoie 18 000 soldats, je crois, en 1991, là au début. Chevènement démissionne, il est remplacé par Pierre Jox à la Défense. Et là, le débat est ouvert. Hubert Védrine pense que si on n'avait pas suivi les États-Unis, la voix de la France aurait été totalement inaudible. On aurait disparu complètement de la région. Ce qui est une thèse qui se défend tout à fait. Je regarde un peu mes notes. Alors finalement, quand on regarde le bilan général, il nous reste quand même les pays du Golfe, puisque Giscard d'ailleurs l'avait lui aussi assez bien compris. Il avait, profitant du quadruplement des prix du pétrole à partir de 1973, il avait boosté complètement les exportations françaises qui avaient, je crois, quintuplé en quelques années. Et on a continué également à s'occuper au fond de nos places fortes qui restaient le Maghreb. Alors quand on regarde d'ailleurs cette période, on est un peu étonné de voir que finalement celui qui a été le plus dur à l'égard des pays du Maghreb, c'est De Gaulle. De Gaulle a eu de mauvais rapports avec Mohamed V, bien qu'il en avait fait un compagnon de la libération. Mais ça n'a pas duré. Une fois l'indépendance du Maroc, Mohamed V, qui était assez ouvert aux pays progressistes, qui avait de bons rapports avec... d'abord, il y avait la colonisation de l'Algérie qui n'était pas terminée, et le Maroc a fait tout ce qu'il a pu pour aider son voisin. Mohamed V avait un bon rapport avec les Égyptiens, avec Nasser,
Et il a voulu jouer un peu les médiateurs entre ce qui a beaucoup irrité De Gaulle en lui disant, écoutez, vous avez assez de problèmes chez vous, continuez à vous en occuper, je réglerai tout seul la question algérienne. Bon. Ça s'est un peu arrangé quand Hassan II est arrivé au pouvoir, qui était en fait soutenu à fond par la France et par l'armée française, qui avait, conservé de bons rapports avec les militaires marocains, qui étaient souvent de formation française. Il a également, pendant 2-3 ans, les choses se sont pas trop mal passées, puis l'affaire Ben Barka est arrivée, qui a évidemment compromis pendant à peu près 5 ans les relations entre la France et le Maroc. Avec la Tunisie, les rapports de De Gaulle avec Bourguiba, il y a eu les Bizerte, qui a été quand même une très grosse affaire qu'on a pratiquement oubliée en France, et qui ont conduit la Tunisie à observer pendant pas mal d'années un profil assez bas dans ses relations avec la France. Bourguiba allant jusqu'à soutenir la politique américaine au Vietnam, ce qui était quand même un peu étonnant de la part de ce visionnaire, parce que Bourguiba c'était quand même autre chose que Ben Ali. Et donc, avec l'Algérie, même s'il a des mots très durs et une ironie mordante, si l'on en croit Perfit, à l'égard aussi bien de Ben Bella que de Boumedienne, De Gaulle a toujours eu une espèce d'indulgence qu'on peut expliquer par 2 raisons. D'abord parce qu'il y a le pétrole, on a des intérêts qui sont considérables en Algérie, on en a finalement assez peu, enfin je parle au point de vue richesse naturelle dans les 2 autres pays. Et puis aussi parce que ça a été indiqué dans un livre qui s'appelle La France-Algérie, de Hagoug et Rivoire. Curieusement, un livre que personne ne connaît, où j'ai interrogé beaucoup d'hommes politiques qui affirment ne pas l'avoir lu, et dans lequel il raconte qu'il y a eu pas mal d'accords secrets entre la France et l'Algérie, notamment sur la construction, la fabrication d'armes chimiques. Et ça a duré tout ça jusqu'en 1976, pratiquement jusqu'à la mort de Boumedienne. On a eu aussi un comportement incroyable. La bombe atomique, ça a provoqué le Sahara n'était pas inhabité comme on l'a prétendu. Il y avait plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui aujourd'hui sont probablement, ou leurs descendants sont malades. Il y a des tas de problèmes qui se sont posés. C'est une question que les Algériens ont commencé discrètement à soulever, et encore, mais pas les autorités algériennes sont extrêmement discrètes sur ce plan. Il y a eu quelques associations qui se bougent, mais la réponse des autorités françaises est très faible. On reconnaît quelques dizaines de cas, enfin, ce qui est une plaisanterie. Donc De Gaulle, lui, finalement, avait probablement en raison de ses accords secrets, des intérêts de la France, tout ça, a été assez indulgent avec l'Algérie. Tout ça se termine donc avec le départ du général, et c'est en fait Pompidou qui est le premier à normaliser complètement nos relations avec le Maghreb. Il le fait au Maroc, en renvoyant un ambassadeur en 1970. Il le fait en Tunisie également, où il rétablit de très bonnes relations avec Bourguiba. Et en Algérie, il projetait même de se rendre là-bas, mais la maladie l'en a empêché. Pompidou, c'est quelqu'un d'assez... J'en parlais avec, je ne sais pas si vous connaissez Paul Balta, qui a été pendant longtemps le correspondant du Monde, notamment en Algérie, et qui disait que Pompidou l'appelait assez souvent à l'Élysée pour lui demander de lui parler du monde arabe. Il lui avait un jour parlé, Balta, de la langue arabe, si on pouvait l'enseigner aux enfants et des immigrés qui arrivaient pour qu'ils aient encore un contact avec leur culture d'origine.
Et c'est Pompidou qui a décidé de créer l'agrégation d'Arabes, qui a multiplié aussi les postes du CAPES, avec une énergie très forte. C'est le duo qu'il a représenté avec Michel Jobert, a été quelque chose d'intéressant, je crois, dans l'histoire de la diplomatie française, parce que Jobert et l'ouverture sur l'Europe, je crois qu'ils ont très bien compris que De Gaulle, si on voulait avoir de l'efficacité dans notre politique à l'égard du monde arabe, il fallait qu'on se rassemble entre Européens. Bon, à l'époque, c'était plus facile. Il y avait entre, 8-9 pays. Donc, ils ont lancé le dialogue euro-arabe. C'est une idée de Pompidou et de Jobert. Bon, le vrai Balta m'a dit que c'était Pompidou qui était vraiment à l'origine de ça. Bon, et Jobert a repris le flambeau. Tout ça s'est poursuivi, donc, comme on l'a vu ensuite avec Giscard. Bon, la présidence Pompidou a été interrompue par sa maladie. Giscard est arrivé. Il n'y a pas eu, donc, comme on en a parlé un petit peu, vraiment de changement. Et c'est donc et pendant toute cette période, les relations avec le Maghreb se sont bien passées, sauf avec Giscard en Algérie, où Boumedienne ne le supportait pas, et Giscard, et c'était tout à fait réciproque. Bon, ça a duré pas très longtemps, puisque Boumedienne, je crois, est mort en 1977, donc 18, pardon. Oui. 79, ça me paraît bien tard. Décembre 78. 78, voilà. Il a voulu d'ailleurs Bouteflika, tout ça, voulait l'envoyer se faire soigner en France, et il a refusé. Je crois il est allé à Moscou, et ses amis ministres, qui étaient hier, souvent il y avait des médecins, étaient très mécontents, parce que je pense que ça n'a pas été très bien fait. Voilà. Donc on arrive à Jacques Chirac, qui, comme Premier ministre, a dit beaucoup de bêtises là sur le monde arabe, mais avant de devenir président de la République, d'après y a un livre dont les noms m'échappent, là, de deux auteurs intéressants là, sur Chirac d'Arabie, là, où il donne beaucoup de détails qui sont très intéressants. Il a été briefé pendant 2 ou 3 ans par Juppé, qui a largement contribué à lui donner une bonne connaissance du monde arabe. Enfin, ce qui est un bon point d'ailleurs. On aurait aimé que Sarkozy et Hollande fassent le même effort avant d'entrer en fonction. Et donc il arrive, il a été élu président de la République. Son discours fondateur, c'est probablement le discours du Caire, là, en octobre 1996. Qui est un très beau discours, mais il y a un politologue qui s'appelle Pierre Asner qui a une belle formule, je trouve, à propos de Chirac. Il parle de gaullisme wilsonien. C'est-à-dire, j'ai une contradiction totale entre la souveraineté et puis l'homme. Mais Chirac était assez attaché aux Nations Unies. Bon, il l'a montré en 2003. Il était en même temps, la France, une certaine idée de la France, tout ça. Donc c'était plutôt sympathique, mais concrètement, ça n'a pas fait avancer beaucoup les choses. Alors, il y a eu des postures très intéressantes. Il y a eu en 1996 à Jérusalem, le fameux « Do you want me to go back to my plane ?» où il était furieux du comportement de services de sécurité israéliens. Alors ça, ça marche toujours. Ça a marché tout de suite chez les Palestiniens et puis dans tout le monde arabe très rapidement. Et puis, évidemment, 2003, le fameux discours de Villepin, qui était un beau discours. Et en plus, quand on voit les conséquences de cette aventure épouvantable des Américains en Irak, et dont on continue à payer lourdement le prix aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de la vision de...
Alors tout à l'heure, Dominique s'étonnait de... Oui, j'aurais peut-être dû en parler. Je croyais pourtant avoir... Pourquoi Chirac s'est-il rangé sous la bannière américaine avant de quitter le pouvoir ? Je crois en partie, il a voulu se faire pardonner son audace en 2003 d'avoir... Parce que les Américains étaient fous de rage. D'autant plus qu'il avait raison. Enfin, les faits lui ont donné raison. Alors, je pense qu'il a tout fait pour ça tombait bien en partie au Liban, puisque l'assassinat de Hariri, tout ça, enfin, bon, c'était... Et puis le comportement... quand même de mafieux là, de la Syrie dans ce pays. On lui a donné l'occasion, mais il y a eu quand même, on parlait de Sharon, l'a reçu à Paris avec une chaleur tout à fait étonnante. Puis après, ça s'est poursuivi avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui fait venir les chefs de la police israélienne pour voir comment on peut régler le problème dans les banlieues, ce qui est quand même surréaliste. Provoquant évidemment la colère des associations pro-palestiniennes. Mais bon, le silence à peu près total de nos journaux, sauf peut-être le monde diplomatique. Mais voilà, donc on parlait tout à l'heure de Sarkozy arrivant au pouvoir. Ce que n'a pas dit Dominique, c'est quand on lui a posé la question, mais alors, c'est quoi les chiites ? Et il a répondu, c'est une ethnie. Bon, c'est donc encore pire que... voilà, bon, c'est quand même un peu inquiétant de voir arriver au pouvoir un président aussi inculte. Bon, alors Hollande, j'en ai peu parlé, j'en ai parlé un petit peu quand même parce que il y a eu ce chant d'amour, bon, je trouve ça un peu tristounet, un peu grotesque, mais il avait quand même eu un discours à la Knesset qui était dans l'ensemble correct, devant une assemblée d'extrême droite, il faut bien le dire, et il a réaffirmé la politique de la France. Là où, par contre, j'ai été beaucoup plus, c'était beaucoup plus gênant, c'est son attitude au début de Bordure protectrice et ce soutien incompréhensible accordé à la Tsahal et enfin à l'armée israélienne. Donc ça, maintenant on est à mi-mandat, ça me paraissait, un peu difficile de parler de sa vision du monde arabe. J'ai parlé un petit peu de ce qu'il y a au Maghreb. Les choses se sont plutôt bien passées en tout cas, il a fait la tournée là, des 3 pays, provoquant toujours la susceptibilité du Maroc, qui aurait bien aimé être le premier. Bon, puis finalement, il a mis un terme aussi, je crois on ne peut que s'en réjouir à cette manie là, qu'avaient ses prédécesseurs d'aller à Taroudante, à la Gazelle d'Or ou à la Mamounia. Bon, il a eu des relations normales là, sur ce plan. Malheureusement, les choses se sont un peu gâtées cette année, et je ne sais pas si c'est ce que le Maroc a voulu en envoyant personne à la marche il y a 3 jours. Il y a eu d'abord une déclaration pour le moins maladroite de notre ambassadeur aux Nations Unies, Gérard Haro, je crois, qui a parlé de le Maroc et notre maîtresse, je ne sais plus exactement quel terme il a employé. Bon, il a nié évidemment, mais il aurait pu se dispenser de tels propos. Il y a eu... il l'était à l'époque. Oui, pardon. Oui. Donc il a été promu, c'est bien. Oui. Il y a Hamouchi, là, le chef de la DST, là, qui a été... il y a eu un débarquement là, de policiers là, à l'ambassade. Bon, ça aussi, c'était pas très malin. Je pense qu'on ne fait pas... Bon, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, la coopération... la convention judiciaire a été suspendue. La coopération sécuritaire, c'est quand même un moment très important, hein, comme... les derniers événements le montrent, et puis avec tout ce qui se passe au Sahel, donc ça, il faudrait peut-être
tenté de renouer là. Et puis il y a eu aussi le ministre des Affaires étrangères. Mais là, je pense que l'ambassade a une responsabilité parce que le chef du protocole de l'ambassade du Maroc, qui depuis a été viré d'ailleurs, a oublié de prévenir les autorités françaises. Donc c'est pas écrit sur la tête d'un monsieur qu'il est ministre des Affaires étrangères. Donc les pauvres policiers se sont fait engueuler, mais enfin inimement. Enfin bon, cela dit, tout ça, ça s'est accumulé et Sa Majesté, qui est très susceptible, n'a pas aimé ce comportement. Voilà. Donc aujourd'hui, les relations, elles sont avec le Maghreb. Elles sont un peu en point d'interrogation parce qu'avec Bouteflika, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Avec Mohamed VI, qui attend certainement le retour de la droite pour que les choses s'améliorent. Et puis avec la Tunisie où les choses se passent plutôt bien là en ce moment. Là, il n'y a pas de problème particulier en ce moment. Mais bon, il y a eu 2 années qui étaient aussi pas évidentes avec Ennahda qui était au pouvoir. Bon, je voulais simplement peut-être juste finir avec juste un tout petit mot. Là, je voulais juste regretter, à la fin, j'ai un ami, Franck Mermier, qui est un grand spécialiste du Yémen et qui lit, lui, depuis très longtemps la presse arabe internationale, notamment, et qui dit la France continue à intéresser beaucoup le monde arabe. Il y a beaucoup de papiers. Je ne parle pas de ce qui vient de se passer, je parle sur... quand on lit tous les jours depuis des années, on le voit. Bon, alors elle a peut-être peu d'influence là sur la réalité, mais c'est un pays qu'on écoute, qui intéresse et tout. Et moi, je regrette. On a en France, on a des centres de recherche, des instituts de recherche, des chercheurs remarquables, et notre classe politique ne les écoute pas ou insuffisamment. Et ça, alors, avec ce qui vient de se passer, on aurait vraiment... notre classe politique aurait vraiment intérêt à les écouter, à prendre conseil auprès d'eux et à s'en inspirer. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage, à la fois personnel et politique. Donc c'est à vous. On va essayer, comme d'habitude, de prendre 3-4 questions à la fois pour éviter l'aspect conférence de presse. C'est à vous. Voilà, vous attendez le micro parce que sinon vous ne serez pas dans le film. Dans le film. Voilà, vous serez dans le film, vous avez le micro. Allez-y. Bonjour, je suis journaliste en fait et j'ai travaillé à l'ambassade de France au Qatar. Et je me posais une question, c'était dans quelle mesure le néoconservatisme qu'on dit aujourd'hui être à l'œuvre au sein du Quai d'Orsay est vraiment à l'œuvre en fait, parce qu'on dit qu'il y a énormément d'ambassadeurs arabisants, notamment celui de Dubaï, celui qui était en poste aussi au consulat à Jérusalem, dont j'ai oublié le nom, qui aujourd'hui partent dans les pays d'Amérique du Sud, etc. Donc voilà. Exactement. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure ce néoconservatisme-là était à l'œuvre au Quai d'Orsay. Et vous avez dit que c'était une mauvaise conscience de la part de Chirac en 2005, le rapprochement avec Israël et le fait d'avoir un petit peu perdu ce lien avec le monde arabe. Même si d'ailleurs, monde arabe, moi, j'ai un peu de mal avec cette expression parce que je trouve qu'on on englobe plein de choses différentes. Enfin bon, bref. Et je voulais savoir en fait s'il n'y avait pas autre chose derrière cela, parce que quand on voit la manière dont Sarkozy a appuyé là, sur ce changement-là, et comment Hollande également au début de son mandat, Fabius vire énormément d'ambassadeurs arabisants. Donc je veux dire, qu'est-ce que ça traduit ça exactement en fait, selon vous qui avez vraiment cet éclairage historique, etc. J'ajouterai à votre question la mienne, qui est que c'est encore vrai ? Ou est-ce que c'est un phénomène qui a existé mais qui
depuis quelques mois, tend à Et se modifier. j'ai une deuxième question, je suis désolé, Allez-y. je monopolise beaucoup. Profitez. En fait, vous avez beaucoup parlé donc de la politique étrangère française dans le monde arabe, et je voulais savoir en fait le contrepoint, c'est-à-dire aussi dans quelle mesure en France on a cherché aussi à instrumentaliser l'islam, notamment au travers du CFCM, et comment cela en fait ça s'est joué dans la politique internationale, quels étaient les intérêts derrière cela, et aussi, je veux dire, enfin, les événements récents. Apporte un éclairage assez important, je pense, sur la représentativité de nos institutions musulmanes en France et de dire comment, en fait, voilà, cette instrumentalisation-là, comment vous la voyez et si aussi, quels effets négatifs vous avez observés par rapport à ça. Parce que je crois qu'aussi, il y avait des liens très très forts avec l'Algérie et le CFCM et qu'il y a eu énormément d'interpénétration et de lobbying de ce côté-là dans cette relation-là. Donc je voulais avoir votre éclairage un peu là-dessus. Merci. Voilà, merci. J'aime beaucoup votre expression, nos organisations musulmanes en France. C'est une très bonne formule. Ici. Oui. Non. Voilà. Voilà. À vous. Est-ce que dans votre livre, vous avez effleuré la Syrie comme vous l'avez effleuré là dans votre exposé, le rapport de la France à la Syrie, ou est-ce que vous êtes allé un peu plus loin? Parce que là, vraiment, il y a une sorte d'amnésie dans le rapport France-Syrie depuis 1948. Il y a eu des hauts et des bas sans arrêt. Le soutien des régimes Assad et en même temps les rapports conflictuels qui se sont succédés, on ne sait pas ni comment ni pourquoi d'ailleurs. Si, on sait, mais d'une manière tout à fait superficielle. On se rappelle tous du massacre de Hama en 82, comment il est passé presque invisible, comment s'il n'y avait pas un journaliste de Libération qui passait par Hama à ce moment-là, on n'aurait jamais rien su. Il y avait 5 lignes dans le monde, 5 lignes sur 35 000 morts. Donc voilà, et la suite, c'est après, c'est prétendu soutien de la France à la Syrie, et maintenant on est à dire qu'il n'y a en Syrie, il n'y a jamais eu autre chose que Bachar al-Assad et les islamistes. On en est là aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez parlé un peu plus de la Syrie dans votre livre que voilà. Encore. Ah oui, on peut arrêter là. Oui, on arrête là et puis on reprend ensuite. Sinon, je vais m'y perdre. Merci. Bon, sur le néo-conservatisme à l'œuvre, effectivement, il y a eu, au début là, de la présidence de François Hollande, on disait qu'autour de lui, le secrétaire général, etc., c'était des gens assez proches. Une des raisons aussi du départ de son directeur de cabinet, là, qui est parti ambassadeur au Brésil, enfin qui était en désaccord avec son ministre, tenait un peu à ça. Bon. Je pense que évidemment, les choses ont certainement changé depuis Alain Juppé. Elles ont, en même temps, parce que j'ai pas mal d'amis ambassadeurs. Par exemple, j'ai passé 2 semaines en Israël et en Palestine, là, chez des agneaux, il y a 2 ans. Il a été nommé au Venezuela. Il n'y a pas de raison qu'un ambassadeur, parce qu'il a appris l'arabe, fasse toute sa carrière dans le monde arabe. Il peut très bien, ça me paraît normal aussi, bouger, etc. Bon. Alors, il n'avait peut-être pas envie d'aller au Venezuela, mais il aurait été ailleurs, au Brésil, en Argentine. Bon. Voilà, donc ça l'a pas vraiment choqué. Alors il y a eu effectivement au même moment 2 ou 3 départs comme ça qui ont amené les gens à se poser la question. Alors est-ce que c'est encore vrai, demande Dominique. J'ai de la peine à répondre à cette question. Je pense que c'est une richesse pour la France d'avoir des ambassadeurs. On a eu Aubin, et beaucoup d'autres qui étaient de grands ambassadeurs. Aubin, il a été un peu l'honneur de la France en Tunisie, quand
quand on voit le comportement de pas mal d'autres, oui, ou de son prédécesseur. Oui, bon. Mais enfin, on peut aussi être arabisant et être courtisan. Hein. Je veux dire, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je ne sais pas aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'imagine pas un ambassadeur de France en Espagne ou en Argentine ne parlant pas l'espagnol, ou aux États-Unis ou en Angleterre ne parlant pas l'anglais. Bah, malheureusement, dans le monde arabe, pendant trop longtemps, on imaginait très bien des gens ne parlant pas l'arabe. Bah, moi, je trouve que c'était un plus, hein, et j'espère qu'on en tiendra compte encore. Mais je ne peux pas vous dire s'il y a aujourd'hui une politique. Bon, il y a certainement une sensibilité plus ouverte à Israël. Bon, elle était déjà là, évidemment, avec Sarkozy et Kouchner, sur lequel j'en parle pas mal dans mon livre. Ils ont quand même eu des comportements plus étranges, parfois. Mais enfin, tout ça, ça se trouve... Alors, sur le CFCM, je suis pas du tout... Le livre parle un petit peu de tout ça. Je vous recommande la sortie d'ici un mois ou deux d'un livre chez Fayard de Bernard Godard, qui est quelqu'un d'à peu près inconnu en France, et qui est pourtant celui qui connaît probablement le mieux l'islam de France. Bon, ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. Chevènement lui a demandé en 1998 de structurer l'islam en France. Bon, Chevènement a démissionné, une autre fois d'ailleurs. Et c'est Vaillant qui a repris, puis Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et il reconnaît, j'en parle de Godard dans mon livre, il reconnaît qu'il a échoué. Et alors, le CFCM, je serait intéressant que vous en parliez, parce que pour Godard, c'est une coquille vide. Ce qui compte en France, c'est l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est dans la mouvance des frères musulmans, mais qui est un moindre mal comparé avec les salafistes, djihadistes, qui sont aujourd'hui, on estime, entre 10 et 15% des 2300 ou 400 mosquées, où ils sont influents. Maintenant, je ne vais pas m'engager là-dedans parce que je ne connais pas très bien toute cette question. Mais il y a ce livre qui va sortir. Il y a beaucoup d'articles très intéressants ces jours-ci. On a lu beaucoup de choses. On a lu des bêtises, mais on a lu beaucoup de choses intéressantes aussi. Donc, le problème, quand on parle des relations de la France avec le monde arabe, notamment avec le Maghreb, c'est le problème de la tutelle d'un État comme le Maroc sur l'UOIF, sur l'organisation de l'islam en France. Et ça, je crois que Malek Chebel le disait l'autre jour, il va falloir se pencher sérieusement sur cet aspect-là, sur l'organisation de l'islam en France. Qui n'est pas satisfaisante. Il faut voir comment Sarkozy, là j'en parle aussi dans mon livre, a été accueilli là, au Congrès, enfin c'était en 2003 ou 2004, là, de l'UOIF. Alors, applaudi pendant 20 minutes, puis à un moment il dit il faudra que toutes ces jeunes filles enlèvent leur foulard pour les photos d'identité. Ça a été la bronca pendant 10 minutes. Enfin bon, on marche sur la tête quand même. Il y a la Turquie joue, bon, là on n'est plus dans le monde arabe, mais enfin joue aussi un rôle très important, surtout dans l'est de la France. Donc il faut repenser un petit peu toutes ces relations. Il faut qu'on aboutisse, je pense, ce que dit Keppel d'ailleurs aussi, à un islam de France. Bon, mais on n'y est pas encore pour le moment. L'Algérie, Dalil Boubaker, bon, c'est une personne fort sympathique, mais les Saoudiens ne le considèrent plus comme un interlocuteur valable parce que son arabe est mauvais et sa connaissance du Coran, paraît-il, faible. Donc, je l'ai lu dans plusieurs livres sur... Et puis bon, l'Algérie, de toute façon, depuis la guerre, n'est plus vraiment partie prenante. Elle s'est intéressée un peu à tout ça pour surveiller les islamistes, mais c'est à peu près tout.
Alors enfin, la Syrie. Alors la Syrie, j'en parle pas mal. J'en parle notamment à travers l'Union européenne. Quand Sarkozy tenait absolument à ce qu'il soit à l'Union pour la Méditerranée, donc il a tout fait pour réintégrer Bachar el-Assad dans le circuit. J'en parle aussi avec quelqu'un dont je vous recommande le site, qui est le blog, qui s'appelle Ignace Leverrier, ou Vladimir Glazman de son vrai nom, qui est un ancien diplomate qui a passé 10 ans, enfin 8 ans en Syrie, qui est agrégé d'arabe, enfin qui parle parfaitement l'arabe et qui fait vraiment un travail remarquable sur la Syrie. Bon, évidemment, ceux qui défendent le régime de Bachar en se disant qu'il nous protège contre les islamistes radicaux seront un peu déçus. Hein. C'est pas celui-là, c'est pas Leverrier qu'il faut lire à ce moment-là. Donc j'en parle, je l'ai interviewé là pour le livre, et c'est vrai que, comme vous disiez, on est un petit peu perdu là. Bon, Chirac. Vous aviez Hafez al-Assad qui avait demandé à Chirac de s'occuper de son fils comme si c'était son propre fils. Enfin bon, tout ça est un peu... La France a joué un rôle important en 2000 quand Hafez est mort. On a eu pendant 1 an ou 2 ans, on a envoyé des franco-syriens, des gens remarquables pour essayer de réformer l'administration. Bon. Et très vite, l'entourage de Bachar el-Assad, Marlouf et toute la bande de mafieux lui a fait comprendre que si on appliquait les recommandations, il n'y aurait plus de ce régime disparaîtrait, quoi. Ce serait une démocratie. Donc on les a mis en tôle, on les a liquidés. On appelait même ça le printemps de Damas, au début des années 2000, et 10 ans avant. Bon. Et aujourd'hui, on est dans cette situation épouvantable où Bachar est quand même, et les services de sécurité sont très largement responsables. Ils ont libéré des centaines, voire des milliers d'islamistes pour aller foutre le bordel en Irak, craignant d'être le suivant dans le vaste projet de Bush de démocratie globale au Proche-Orient. Voilà. D'autres questions? Monsieur, je vous en prie, là-bas. Bonjour Ignace, voilà, Philippe Agrel, de l'AFP aussi. Ignace, je voudrais savoir comment tu expliques ce tropisme pro-israélien de Hollande et plus généralement des socialistes. Tu as parlé de Mitterrand. Est-ce que ça remonte à la SFIO? Est-ce que c'est de l'antigaullisme? Est-ce que c'est le vieil attrait du kibboutz qu'on nous a beaucoup vendu? Voilà. Comment tu expliques ça? D'autres questions? Oui, madame, devant. Voilà. Moi, je voudrais continuer un petit peu sur la question précédente, mais concernant la Palestine, où on a vu, malgré les déclarations absolument épouvantables de Hollande au début de la guerre de Gaza, on a vu quand même des inflexions positives de la part de Fabius. Et ensuite, les votes au Parlement français et le vote favorable sur la résolution palestinienne à l'ONU. Donc voilà, il y a quand même des inflexions, notamment de Fabius. Après, je ne sais pas, par rapport à Hollande, effectivement, si Hollande va reconnaître ou pas l'État de Palestine au niveau de la France. Merci. Il y avait une question derrière. J'ai vu une main. Je n'ai pas vu le visage, mais j'ai vu la main. Ah oui, voilà. Bonjour, Christian Jouret. Sur le tropisme pro-israélien des socialistes, Ignace répondra là-dessus. Moi, j'ai aussi quelques... Mais il y a un détail que tu n'as pas mentionné, Ignace, dans ce rééquilibrage de la France. C'était le voyage de Mitterrand quand même en Israël, à la Knesset, en 82, où il a déclaré, il a parlé de l'État palestinien et de la nécessité de reconnaître un jour l'État palestinien. C'était quand même pas un point, c'est pas un point anecdotique, je trouve. Alors il l'a fait à la fin d'une phrase terriblement alambiquée, comme il savait le faire, mais il l'a fait. Et sa déclaration, je dirais pro-palestinienne,
à la Knesset à cette époque n'a suscité aucune réaction négative de la part des Israéliens en 82. Ils étaient trop contents en réalité de voir un président français venir en Israël faire un discours à la Knesset. Donc le fait que tu ne l'aies pas mentionné, est-ce que ça n'a pas d'importance ou c'est autre chose? C'est un regrettable oubli, Christian. Merci. D'autres questions? Oui, moi je voudrais me joindre un peu. L'avantage d'un livre qui porte sur la longue période, c'est qu'il permet d'éviter les jugements à l'emporte-pièce des journalistes, souvent dans l'actualité. Pas tous les journalistes, mais un certain nombre de journalistes. Et je pense en particulier à la politique de Hollande. Dieu sait qu'ici, on a dit beaucoup de mal de la politique de Hollande, dans ces murs, je veux dire, à plusieurs reprises. En tout cas, moi, j'en étais témoin, puis j'étais aussi participant à cette critique. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir garder un certain équilibre et ne pas faire de condamnation définitive. Et ce que vous avez dit, madame, me renforce là-dedans. Si on parle de la politique de Hollande, il y a effectivement le chant d'amour, il y a la déclaration absolument scandaleuse du début de bordure protectrice, mais il y a aussi, sous la pression de l'opinion, du mouvement de solidarité, le carnage et le massacre évoqués au mois d'août. Et puis il y a les 2 votes au Parlement français, et puis il y a le vote à l'ONU, qui a, Dieu sait, là aussi irrité plus que fortement en Israël, d'autant que l'ambassadeur convoqué a tenu bon, avec des explications un peu alambiquées, mais enfin, il a tenu bon. Et puis, il y a ce qu'on a appris dimanche, c'est-à-dire que Hollande avait tout fait pour éviter la présence de Netanyahou à Paris. Et ça n'est pas sans importance. On imagine ce que peuvent ressentir les Israéliens, les dirigeants israéliens, quand on leur dit, écoutez, évitez de venir. Et puis, comme ils venaient quand même, on a invité Abbas pour assurer l'équilibre des deux. Donc tout ça... Il n'a rien fait, il n'a rien dit sur Bennett et Lieberman. Voilà. Il a parlé, il ne voulait pas de Netanyahou, mais il n'a rien fait pour que Bennett et Lieberman viennent aussi à la marche. Non, mais je pense... Enfin, il faudrait avoir plus d'informations fiables sur la manière dont tout ça s'est discuté. Ce qui est clair, c'est que si Netanyahou est venu, c'est parce qu'il y avait Bennett et Lieberman, qui sont ses concurrents à l'élection du 17 mars, quoi. Mais bon, un peu l'idée, c'est l'équilibre dans les appréciations, y compris sur Mitterrand, ou y compris sur... Il y a eu beaucoup, au fil du temps, d'idées assez communes, d'idées reçues, qui en fait se sont avérées des idées fausses, quoi, ou en tout cas des idées excessives. Oui, ce que je n'ai pas pu dire en 25 minutes. Voilà. Mais non, tu as répondu, je pense, à cette question-là sur les inflexions. Bon, je pense... Alors, pour revenir au tropisme israélien, moi, je pense que les choses sont en train de changer. D'abord parce qu'il y a une nouvelle génération de parlementaires socialistes. Bon, et les votes, d'ailleurs, c'est quand même assez significatif. Il ne faut pas oublier non plus que Mitterrand a été secondé par des ministres des Affaires étrangères, que ce soit Chesson, par exemple, Dumas, des conseillers comme Védrine. Ensuite, Védrine a été ministre, il n'était peut-être pas membre du Parti socialiste, mais enfin avec quand même une bonne compréhension du monde arabe, assez critique. Rocard, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé aussi à la question palestinienne, qui est très proche de l'Algérie. Donc, je dirais, c'est un peu la vieille garde comme Mitterrand, mais moi je pense que les choses changent au sein du PS. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un divorce. Je crois que tout ça s'explique aussi par la politique israélienne, qui est... j'ai passé 15 jours là en Israël et en Palestine. Il y a 2 mondes dans ce pays.
Philippe m'a gentiment reçu, il était directeur du bureau de l'AFP là-bas. On a, j'allais dire des gens normaux, entre guillemets, là, le long de la côte, à Haïfa, tout ça. Bon. Et puis, il y a ce monde de fous, là, de colons fanatiques, hein, avec des religieux qui sont pas mieux. Et, bon, des deux côtés, d'ailleurs, hein, les religions sont là, enfin, c'est pesant, hein. Mais bon, avec ce mur absolument scandaleux, enfin, quand on arrive là-bas, enfin, moi j'avais été 3-4 fois, mais ça faisait un moment que je n'avais pas vu ce mur. Ça faisait 15 ans ou 10 ans que je n'avais pas été. Quand on voit les sondages, je cite des sondages dans mon livre là, de la BBC chaque année qui organise auprès de 28 000 personnes. L'image d'Israël est totalement dégradée et c'est pas étonnant. Je veux dire, la poursuite de la colonisation, le pauvre Abbas, là, l'autorité palestinienne, est totalement, enfin bon, il ne renvoie jamais l'ascenseur. Bon, alors eux ont aussi, je pense, une responsabilité. Ils sont divisés, ils sont corrompus. Enfin tout ça fait que. Voilà. Puis alors, il y a l'Europe qui est d'une impuissance. Christian Jaurès m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je pense qui a représenté l'Union européenne dans la région. Je pense que pour les pays d'Europe de l'Est, le rapport au judaïsme n'est pas du tout le même que pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie. On a une proximité avec le monde arabe qu'eux n'ont pas. Donc c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui et Israël, avec beaucoup d'intelligence et d'habileté, joue sur ces divisions dans le monde arabe. Maintenant, moi je suis convaincu avec Védrine que si on arrivait il y a une centralité de la question palestinienne et que si on arrivait à résoudre ce problème ou aller dans le bon sens, ça détendrait vraiment. Cette atmosphère est tellement tendue, mais ça détendrait quand même le climat. Enfin, ça ne peut que faire avancer les choses. Voilà, donc pour le Parti socialiste, je crois que ça change, les choses changent dans le bon sens, ils sont plus ouverts. Mais la classe politique, elle, continue à... la droite a très mal réagi, moi je trouve, là, quand il y a eu le vote au Parlement. Je vois pas très bien l'intérêt sinon l'opposition systématique. Fabius Palestine, Dominique a répondu, je crois, donc ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Voilà. D'autres questions? Oui, madame, on va vous amener un micro. Comment a réagi le djihad, à part les massacres au Nigeria, hein, comment a réagi le djihad après le rassemblement du 11 janvier? Quelles ont été les réactions? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme je ne lis pas les journaux en arabe, je ne peux pas savoir. Je ne comprends pas votre question. Le djihad, vous voulez dire quand il dit, enfin, oui, les djihadistes. Les djihadistes, oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on a entendu comme son de cloche après le rassemblement du 11 janvier? Je veux dire, ils sont contents, ils ont réussi tout, ou bien au contraire, ils se disent, tiens, ça pose une question. Comment ça réagit? Vous ne savez pas? C'est-à-dire, c'est un peu tôt pour savoir. C'est-à-dire, surtout, il n'y a pas de déclaration à ma connaissance. Si. Après le 7, mais c'est Inspire qui avait dit, qui est donc la revue d'Akbar en péninsule arabique, qui avait dit justement la conquête de Paris, mais après le 11, j'ai rien vu moi. Nasrallah s'est prononcé. Ah non, mais c'est pas le djihad. Oui, ça c'est. Christian a raison, c'est tout à fait essentiel. C'est une information qui n'a pas été largement diffusée en France. Le Hezbollah et ensuite le Hamas ont condamné les attentats, mais en plus Nasrallah, le leader du Hezbollah, l'a fait dans des termes très intéressants, puisqu'il a dit « Les attentats de Paris portent plus atteinte à l'islam que les caricatures ». Il n'a pas dit de qui, que les caricatures. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a
dans 2 organisations qui sont des organisations radicales, de libération, mais radicales, il y a une volonté de distance très claire, pas du tout ambiguë, avec ce qui s'est passé à Paris de la part des auteurs des attentats, quoi. Il faut gratter dans les journaux pour trouver cette information. Oui, j'ai dit, moi je l'ai vu dans la presse israélienne, qui toujours est plus complète que la nôtre, et plus critique d'ailleurs que la nôtre. D'autres questions? Oui. Ici, voilà. Par rapport à l'islam et à l'islamisme, je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle plus du tout. C'est l'attitude de la... C'est vrai que l'Arabie saoudite se considère comme une sorte de Vatican pour les musulmans. Bon. Mais il faut revenir pas revenir en arrière, à l'actualité. La France n'a pas encore compris que l'islam, c'est pas le christianisme occidental. Je tiens à le préciser. Par exemple, c'est la France qui veut que comment il s'appelle, le chef de la mosquée ici, que Boubacar soit là. Parce que Boubacar a, par exemple, comme bras droit, quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement fin, qui connaît beaucoup de gens, qui fait un très très bon travail. On ne le voit pas. C'est la France qui veut, qui connaît très bien l'arabe, qui connaît très bien le français, qui connaît très bien l'anglais. Et celui-là, on n'entend pas parler de lui, mais heureusement qu'il fait un grand travail extrêmement important. Et ça, si vous voulez, si la France ne continue pas à soutenir quelqu'un comme Boubacar, parce que, je ne sais pas pourquoi, enfin ça date de la colonisation, cette histoire, et parce qu'on veut absolument traiter avec l'islam comme on traite avec le christianisme. L'islam n'a pas d'église. Et ça, on ne l'a pas encore compris. Moi, je sens qu'on ne l'a pas compris encore en France. Et donc, c'est de traiter avec toutes sortes de musulmans qui sont là. Il y a des intellectuels qui parlent, qui disent... On ne les entend pas dans les journaux. Ils sont presque absents. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre que l'islam n'est pas monolithique et qu'il n'a pas d'église. Même si... comme je vous ai dit, et j'ai tenu à le dire au début, l'Arabie saoudite se considère comme une sorte de Vatican. D'ailleurs, elle est empêtrée dans tout ça actuellement et ne sait pas comment se retourner parce qu'elle-même a peur des islamistes. Et il y a des attaques islamistes en Arabie saoudite. Donc voilà, et moi je pense que ça c'est quelque chose que nos journalistes doivent considérer de temps à autre et doivent en parler et doivent faire venir des personnes qui font du travail, qui ne s'arrêtent pas et qui, par exemple, après l'attaque de Charlie Hebdo, ils travaillent encore plus et ils ont décidé de faire beaucoup de choses. Ils sont très nombreux, très différents, des appartenances complètement... Et ça donne de l'espoir à mon avis. Et moi j'aime pas le terme islam de France, sincèrement, mais en tout cas, c'est des musulmans qui se considèrent des citoyens laïcs et qui se disent musulmans aussi. Merci beaucoup. D'autres à côté de vous, voilà. Sur l'islam qui n'a pas d'église, je préciserai juste l'islam sunnite, parce que quand même, dans le chiisme, il y a un véritable clergé. Le chiisme iranien duodécimain. Ça vous va je suis désolé, le schisme duodécimain des Iraniens a un clergé qui est hiérarchisé, pas comme dans le sunnisme. Mais je dirais aussi quand même qu'il y a des voix qui sont importantes dans le sunnisme, comme Al-Azhar en Égypte, qui a aussi dénoncé les attentats. Donc mine de rien, ça aussi, on ne l'a pas entendu. Donc il y a quand même aussi des voix qui s'entendent et qui sont importantes, même s'il n'y a pas de clergé comme dans le catholicisme avec un pape ou je ne sais quoi, qui pourrait excommunier des terroristes. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible dans le sunnisme. Enfin bref, moi ce que je voulais savoir, c'est... On parle beaucoup de tropisme pro-israélien, et moi je voudrais avoir un éclairage sur le tropisme pro-saoudien. Pour le coup, parce qu'on a vu quand même que la France a été le seul pays du P5+1 dans un premier temps, à refuser l'accord avec l'Iran. Et je voulais savoir, dans cette espèce de guerre froide qu'on a actuellement entre ce que les journalistes désignent de manière un peu abusive, dark shit, face donc à ces pays sunnites, comment se positionne la France du coup par rapport à cette guerre froide dont on entend parler souvent dans certains articles, voilà. Notamment vis-à-vis de l'Arabie saoudite. 2 questions donc sur le rapport
à l'islam sunnite qui n'est pas une église, bien qu'il ait un Vatican qui s'autoproclamait, malheureusement sans pape François, visiblement, ce serait peut-être mieux. Et puis, l'ajout, la question du tropisme saoudien. Oui, enfin, sur l'islam sunnite, je ne crois pas être vraiment compétent là pour. Je suggère que l'IREMO invite là dans quelques semaines Bernard Godard qui pourra répondre parfaitement à toutes ces questions. Je dirais simplement qu'il y a quand même, on parlait des états de tutelle. Godard, une de ses idées, c'est qu'aujourd'hui, l'islam pratiquant en Europe, il est sous double contrôle aujourd'hui du Maroc et de la Turquie, de l'Andalousie jusqu'à la Scandinavie. C'est en gros, bon, c'est avec des nuances. Donc il y a quand même, il n'y a peut-être pas d'autorité, il n'y a peut-être pas de Vatican, etc. Mais il y a quand même des États qui se préoccupent beaucoup de contrôler leur sujet. Voilà. Bon, mais cela dit, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux placés que moi pour répondre à tout ça, qui travaillent sur cette question depuis longtemps. Alors sur la France et l'Arabie Saoudite, bon, je ne sais pas beaucoup. Là, il faudrait inviter Lacroix, là, qui est aussi le grand spécialiste de l'Arabie Saoudite, qui pourrait vous répondre très bien à cette question. Parce que moi, je vois que bon, Hollande, excusez-moi. Bon, il a un bon rapport avec l'Arabie Saoudite qui a financé normalement, enfin pour 3 milliards de dollars, l'armement de l'armée libanaise, fourniture de. Alors je ne sais pas d'ailleurs où on en est aujourd'hui avec le chaos, enfin le désordre qui règne avec le 1,5 million là, de réfugiés syriens. Le jeu, c'est extrêmement dangereux ce qui se passe au Liban là. Je voyais des amis syriens qui n'osent plus, qui sont en France depuis longtemps, mais qui n'osent plus aller voir leur famille au Liban parce qu'à la police des frontières, il y a des agents syriens qui en ont arrêté plusieurs et qui les ont envoyés en Syrie. Bon, c'est des choses dont on ne parle pas, mais c'est très grave. Et alors, évidemment, ils répondent, ils passent leur temps, là, les djihadistes sunnites, de Daesh ou les autres à vouloir faire sauter des bombes dans nos quartiers, banlieue sud de Beyrouth, dans la BK, partout. Donc on prend des... Bon, enfin, c'est pas une raison pour faire payer à de malheureux franco-syriens. Ça, donc c'est... Bon, l'Arabie Saoudite, ça me paraît, compte tenu de sa puissance financière, tout ça, bon, ça fait partie des... Comme les pays que le Qatar, on pourrait aussi s'interroger sur notre, le vilain petit Qatar, là, qui est. Vous aurez la semaine prochaine d'ailleurs l'auteur là. Bon, on a des relations qui sont, ambiguës, qui posent problème avec des pays. Alors je pense pas que c'est pas directement, ce sont des citoyens de ces pays, des milliardaires saoudiens, qataris, koweïtiens qui financent effectivement les groupes djihadistes. Mais bon, le roi Abdallah, il est plutôt opposé à tout ça, il l'a fait savoir. Enfin, je ne connais pas bien, là, j'avoue, là, les relations franco-saoudiennes, mais là aussi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent qui ont beaucoup de choses à dire. Ouais. Peut-être une dernière question qui, moi, me fascine beaucoup. Monsieur, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à la question du jeune homme sur le tropisme israélien, parce qu'il a proposé 2 hypothèses. Une hypothèse sur l'ADN de la SFIO et une autre sur le fait qu'au départ, Israël, c'était les kibbutz, le collectivisme, etc. Donc vous avez juste parlé que l'homme parfois rééquilibrait ses discours voilà, dans un sens un peu plus dans la défense de la Palestine. Donc voilà, j'ai juste... J'aurais aimé moi voir... Oui, mais je vous ai dit que aujourd'hui, le Parti socialiste, ce n'est plus la SFIO. Je crois qu'il y a une évolution. Les parlementaires, les jeunes socialistes, tout ça ne sont plus... je pense que leur réflexion sur le Proche-Orient a beaucoup évolué au sein du PS. Enfin bon, c'est plus
la même chose. Et puis je aussi dit qu'Israël, l'image s'est beaucoup dégradée parce que la droite et l'extrême droite israélienne sont au pouvoir maintenant depuis de nombreuses années, et ça peut faciliter aussi l'évolution de la pensée des partis politiques et notamment du Parti socialiste. Oui, donc une dernière question, une réflexion et pour avoir votre opinion. Ce qui me frappe en lisant votre livre et en réfléchissant sur l'actualité, c'est que cette question de la politique arabe de la Ve République était une question de diplomates, de spécialistes, une question de lettrés, quoi, pendant une très longue période. Et que petit à petit, elle est devenue une question française et une question de masse. Alors ça a été déjà le cas avec l'évolution du conflit israélo-palestinien, évidemment. Je pense par exemple à la visite d'Arafat en France, qui avait soulevé beaucoup de manifestations, du CRIF, etc. Il avait fallu, enfin vous vous souvenez évidemment. Mais maintenant, c'est devenu une question même, je dirais, déterminante pour l'évolution des choses en France. C'est-à-dire quand on s'interroge, pour aller vite, parce qu'il faut y revenir peut-être rapidement d'ailleurs là-dessus, quand on s'interroge sur la radicalisation d'une partie de la jeunesse issue de l'immigration, et pas seulement d'ailleurs issue de l'immigration, il y a évidemment des facteurs français, la discrimination, la ghettoisation, l'ensemble des formes de racisme auxquelles ces jeunes sont soumis, mais il y a aussi le sentiment que les musulmans, et notamment les sunnites, sont persécutés à travers le monde par la guerre américaine ou anglo-saxonne en Irak, par ce qui se passe en Syrie avec 200 000 morts quand même, c'est pas rien, par ce que Israël, les guerres qu'Israël fait de manière répétitive et extrêmement meurtrière contre les Palestiniens, encore cet été, ce qui s'est passé en Libye, l'ambiguïté avec l'Iran, c'est-à-dire tout ça joue un rôle direct et non plus indirect de loin, dans des problématiques françaises et des problématiques essentielles pour l'avenir du pays, quoi. Est-ce que c'est juste cette idée-là, à votre avis, vous qui avez une vision sur la très longue durée? Moi, j'ai été évidemment frappé, je pense, au 11 septembre 2001. Les réactions, j'étais au Maroc, là, à peu près à ce moment-là. Il y avait eu beaucoup de satisfaction, de joie. Une grande partie de la population approuvait tout ça. Alors, ça paraît absolument scandaleux. Ça l'est peut-être, mais en même temps, ils en ont tellement pris dans la gueule là, de la part des États-Unis. Hein. Enfin, il faut quand même voir tout ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Le soutien à toutes ces dictatures, à ces régimes mafieux. On peut, quelque part, bien sûr sans les justifier, de toute façon c'est horrible tout ça, mais en même temps, on a vu dans nos lycées, là, on voit des gamins de 10 ans qui répètent ce que leurs parents ou leurs frères et sœurs leur disent, là, qui refusent la minute de silence. Ça montre quand même qu'il y a un problème. Alors est-ce que l'Europe, parce que c'est pas la France ne peut pas résoudre ça toute seule, est-ce que les États-Unis et l'Europe doivent réfléchir à tout ça? Il aurait fallu peut-être y penser depuis longtemps. Hein. Ça a commencé tout ça avec Sykes-Picot, on est là, puis depuis 50 ans, le soutien, le silence de l'Europe devant les... Moi, j'ai cru en 95 avec Rabin qu'on allait enfin avoir quelque chose. Je sais pas. J'avais un ami juif algérien là qui m'a dit un jour, mon cher Ignace, sur cette question-là, soyez pessimiste, toujours pessimiste, vous serez près de la vérité. C'est un peu effrayant, je lui en parlais au lendemain justement de l'assassinat de Rabin. Non, c'est un énorme problème. Et puis alors ce qui vient de se passer, je crois, nous perturbe tous parce que que faire, hein, alors ça va débattre, il va y avoir...
On en parlait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit la restauration du service militaire qui réglera la question en France. Non, c'est beaucoup plus grave. Et je remercie beaucoup Ignace Dalle. Ayant eu le privilège de lire le livre, et de même écrire un feuilleton pour le monde diplomatique à son sujet, je veux vous préciser que Ignace Dalle a été extrêmement modeste, en renvoyant toujours à des collègues qui ont des livres à faire et qui vont les faire. Son livre à lui est extrêmement riche et vaut largement d'être lu. Et d'ailleurs, il se trouve, comme par hasard, à la librairie à l'entrée. Voilà. Merci à vous.